So I welcome Raphaelle to the podium and I ask her to make her presentation to us. Merci, Madame. Mesdames, Messieurs, c'est un peu difficile d'intervenir en tant que juriste de droit international après les témoignages très impressionnants que nous avons entendus ce matin. J'ai été invitée à vous parler de l'état actuel du droit pénal international relatif aux persécutions comme forme de crime contre l'humanité. Alors je me limiterai à cette présentation juridique, je n'évoquerai pas les faits parce que je suis plutôt familière d'autres types de faits tels que le génocide rwandais ou la purification ethnique dans l'ex-Yougoslavie. Alors l'état actuel du droit pénal international, parce que depuis Nuremberg et la répression de la destruction des Juifs d'Europe par les nazis, la notion de crime contre l'humanité a été employée au niveau international pour réprimer différents types de phénomènes. La purification ethnique, par exemple, conduite par les forces serbes en Bosnie, en Croatie et au Kosovo. Et je me baserai sur la jurisprudence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui est assez fournie. Également les pratiques du Kampuchéa démocratique avec le jugement Douche dont on a beaucoup entendu parler. Mais aussi, le crime contre l'humanité a été utilisé pour réprimer la guerre de prédation conduite par les forces rebelles en Sierra Leone. Et il est à l'heure actuelle la base des poursuites sans qu'on ait encore de jugement dans le cas du Soudan, plus précisément des crimes du gouvernement et des milices au Darfour, et plus étonnamment peut-être dans le cas des violences post-électorales au Kenya, en Côte d'Ivoire. Et enfin, il est utilisé, la notion est employée sans qu'on ait encore de jugement, pour la répression des manifestations en Libye. Donc vous voyez, tout ceci constitue des phénomènes finalement relativement variés, assez variés. Alors pour ce qui est des persécutions, on peut dire qu'il s'agit d'un des actes qu'on appelle parfois les actes sous-jacents à la définition du crime contre l'humanité, un des actes susceptibles d'être qualifiés de crime contre l'humanité avec d'autres actes qui sont précisés à l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale. Ces autres actes sont le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement, la torture, le viol, la disparition forcée, l'apartheid, ainsi que d'autres actes inhumains. Alors, la persécution figure dans cette liste. Par rapport à ces autres actes que je viens d'évoquer, la persécution est spécifique en ce qu'elle n'atteint pas nécessairement le même seuil de gravité que les autres actes que je viens d'évoquer, et elle est spécifique en ce qu'elle est nécessairement discriminatoire, ce qui n'est pas le cas des autres actes que je viens d'évoquer. Ce sera mon premier point, la spécificité des persécutions. En revanche, comme pour les autres actes que je viens d'énumérer, la persécution doit, comme ces autres actes, donc être rattachée à un contexte général caractérisant le crime contre l'humanité pour être qualifié de crime contre l'humanité, et ça sera l'objet de mon deuxième point. Alors dans un premier temps, j'évoquerai la question des victimes et des actes de persécution. Alors les victimes, comme je viens de l'indiquer, dans la persécution, il y a intention de discriminer. C'est l'article 7 du statut de la CPI, qui reprend à cet égard d'ailleurs le droit antérieur, qui nous dit « Persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international. » Alors, je n'ai pas le temps de commenter beaucoup, mais je dirais simplement que par rapport à la définition de Nuremberg, apparaissent dans le statut de la Cour pénale internationale les motifs d'ordre national, ethnique, culturel, sexiste, et que d'autres motifs pourraient être retenus dès lors que les critères de distinction sont universellement reconnus comme inadmissibles. Alors, on peut noter très brièvement que, évidemment, comme vous l'avez vu, ce n'est pas limité au groupe racial, que les groupes politiques et culturels peuvent être, disons, protégés à ce titre. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur le motif d'ordre national qui me semble poser quelques problèmes s'il devait être utilisé.
Le critère national, de la distinction nationale, est apparemment conçu dans le texte de la Cour pénale internationale comme un critère universellement reconnu comme inadmissible. Alors, il me semble qu'ici, le texte vise plutôt les minorités nationales établies ou vivant dans un État, plutôt que les non-nationaux, les personnes non nationales relevant d'une puissance ennemie en droit de la guerre. Parce que c'est bien connu, dans le droit de la guerre, le droit de la guerre permet d'adopter des mesures spécifiques à l'encontre des populations civiles non nationales, notamment relevant de la puissance ennemie, notamment dans les territoires occupés. Donc ceci, si vous voulez, exprime le fait que, universellement, ce type de discrimination nationale n'est pas interdit, puisque, à l'inverse, le droit de la guerre l'admet. Donc il est autorisé en situation de guerre pour des raisons de sécurité. Et dès lors que certains actes sont autorisés par le droit de la guerre, ils ne relèveront que assez péniblement de la notion de persécution pour les raisons que je viens d'indiquer. Alors, en réalité, ce cadre conceptuel qui est induit par l'emploi des catégories du droit de la guerre ou du droit de l'occupation militaire tend à représenter le traitement réservé à la population occupée comme un traitement s'inscrivant dans un objectif belligérant, généralement considéré comme légitime, et pas dans un objectif discriminatoire. Alors je crois que pour échapper à cette représentation induite par le droit de la guerre, il faut donc révéler, dans le cadre des persécutions, lorsque cela est possible, que le projet qui motive les actes discriminatoires est autre que ce qu'autorise le droit de la guerre. Qu'il n'est pas un projet belligérant classique où la population civile relevant de l'ennemi peut être à certaines conditions détenue, déplacée, discriminée donc, dans un but de sécurité. Donc il faut démontrer qu'on est en présence d'un projet empruntant éventuellement des formes militaires, mais dont la population civile est la véritable cible pour des raisons politiques, ethniques, raciales, religieuses, voire culturelles. Et c'est d'ailleurs ce que le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, a été amené à faire dans des cas de purification ethnique où des impératifs de sécurité avaient été avancés pour justifier le déplacement de la population musulmane. Il faut révéler qu'il s'agit d'autre chose que d'un projet belligérant. Mais si l'on parvient à faire cette démonstration du projet discriminatoire, alors c'est intéressant parce que des traitements qui sont interdits par le droit de la guerre, mais qui n'atteindraient pas la gravité du crime de guerre, mais aussi des comportements dont le statut est ambigu au regard du droit de la guerre, tels que le siège, le blocus, et enfin des comportements autorisés par le droit de la guerre, pourraient, à certaines conditions, relever d'une qualification de crime contre l'humanité. C'est donc l'intérêt de la catégorie de la persécution, et c'est ce que je vais examiner à présent, les actes de persécution. Alors je l'ai dit, des actes moins graves donc, que ceux qui sont énumérés dans la définition du crime contre l'humanité sont susceptibles de relever de cette qualification de crime contre l'humanité au titre des persécutions, et c'est tout l'enjeu de la notion de persécution. Alors qu'est-ce qui caractérise le seuil de gravité qui n'aurait pas besoin d'être atteint dans les persécutions? Je crois qu'on peut dire que si l'on regarde tous les autres actes énumérés dans le statut de la Cour pénale internationale, on peut dire qu'ils ont à voir avec une emprise, une violence qui est directement exercée sur les corps. Évidemment, atteinte à la vie, à l'intégrité physique, torture, violence sexuelle et autres contraintes tenant à la liberté. Il s'agit de violences directement imprimées sur les corps. Et c'est ça qu'on n'a pas nécessairement besoin d'atteindre dans les persécutions. Alors, dans une affaire jugée par le tribunal yougoslave, le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, une affaire Kupreskić de 2000, et la solution est reprise dans le statut de la CPI, on nous dit que la persécution consiste, je vais citer, dans le déni manifeste ou flagrant, pour des raisons discriminatoires, d'un droit fondamental consacré par le droit international coutumier ou conventionnel et atteignant le même seuil de gravité que les autres actes prohibés. Alors, cette solution, qui semble assez stricte, a été atténuée en jurisprudence, et elle a été atténuée dans cette même affaire par l'idée d'un effet cumulatif. Dans cette même affaire, les juges nous disent « les actes discriminatoires qualifiés de persécution ne doivent pas être examinés isolément. Ces actes doivent être envisagés dans leur contexte et non pas isolément, et être évalués au regard de leur effet cumulatif. » Alors je voudrais donner ici, sans prétendre évidemment à l'exhaustivité, quelques exemples d'actes qui ont été poursuivis et condamnés au seul titre des persécutions dans la jurisprudence contemporaine.
Et en effet, on constate qu'ils consistent en des comportements qui ne consistent pas, enfin qui ne sont pas des violences directement exercées sur les corps. Alors, par exemple, la menace de la violence comme forme de terrorisation a été retenue, le discours de haine dans le cadre du génocide rwandais, la destruction de biens religieux et culturels a été retenue, l'existence de législation discriminatoire dans les affaires yougoslaves, de même que les atteintes aux biens individuels dans cette jurisprudence du tribunal yougoslave. Alors, mais vous voyez, la catégorie des persécutions au pénal, en droit pénal international, permet, en raison de la discrimination qu'elles expriment, de saisir des comportements qui n'atteindraient pas nécessairement le seuil de gravité habituellement exigé dans la répression internationale. Mais il est encore nécessaire de relier ces actes à un contexte plus général, qui est celui des crimes contre l'humanité. Parce qu'en eux-mêmes, et sans lien avec ce contexte, les actes de persécution ne sont pas nécessairement punissables, ne sont pas punissables en tant que crimes contre l'humanité. J'en viens donc à mon deuxième point, sur le contexte des persécutions constitutives d'un crime contre l'humanité. Pardon. Ces actes de persécution, donc, pour être considérés comme un crime international, doivent être rattachés à ce contexte plus général, et cette exigence exprime la dimension massive et collective du crime contre l'humanité. Le statut de la CPI reprend cette exigence, mais il ne fait qu'affirmer quelque chose qui avait déjà été dit dans les procès pénaux antérieurs. Dans le statut de la CPI, la persécution, comme les autres formes de crimes contre l'humanité d'ailleurs, doivent s'inscrire, je cite, « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile en connaissance de cette attaque ». Et l'attaque est elle-même décrite dans le statut de la CPI comme la commission multiple d'actes énumérés dans la définition en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Alors j'examinerai brièvement ces deux points. Premier élément, une attaque au sens du statut CPI consiste dans la commission multiple d'actes en application d'une politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. C'est un critère textuel qui est assez exigeant par rapport à ce qu'on avait dans la jurisprudence antérieure. Et on peut dire que dans la pratique judiciaire internationale antérieure, cette exigence a été comme lissée, cette exigence d'un but étatique spécifique. Dans la jurisprudence que l'on connaît, notamment dans l'affaire Kunarac, un jugement du tribunal yougoslave de 2002, l'existence d'une politique est plutôt, étrangement d'ailleurs, considérée comme l'un des signes du caractère généralisé et systématique d'une attaque. Et je crois que c'est une tendance qui pourrait se confirmer, donc qui abaisse le seuil d'exigence, qui pourrait se confirmer au regard des poursuites qu'on a actuellement devant la CPI. Je pense par exemple à la violence post-électorale au Kenya. Le deuxième élément de ce contexte général, enfin, ça s'y rattache immédiatement, c'est que la persécution doit s'inscrire donc dans le cadre de cette attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile en connaissance de cette attaque. Alors, dans la plupart des cas de persécutions qui ont été sanctionnés, que j'ai évoqués, il ne faisait aucun doute que ces persécutions s'inscrivaient dans un contexte plus large et immédiatement contemporain. Celui, dans les exemples que j'ai cités, de la politique serbe de purification ethnique. Donc ce lien, si vous voulez, en jurisprudence, n'a pas été complexe à démontrer. Il me manque une page qui a dû tomber. Bon, je vais essayer d'improviser. Ma page, j'ai perdu ma page. Ce que l'on peut dire, c'est que deux choses. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, c'est que cette attaque généralisée et systématique dans le cadre des persécutions, dont on a dit qu'elles étaient nécessairement discriminatoires, je crois qu'il serait logique, du point de vue des catégories pénales, que le rattachement soit fait avec une attaque qui est également discriminatoire. Donc là encore, il faudra penser les raisons qui motivent le projet, qui motivent les actes, la succession d'actes,
et le penser comme un projet qui n'est pas motivé par le comportement belligérant, mais un projet discriminatoire d'une autre nature. Et deuxième élément que je voudrais évoquer quant à cette attaque généralisée ou systématique, c'est, je crois que, le cas ne s'est jamais présenté encore, mais je crois qu'on peut envisager la démonstration de cette attaque non seulement par l'extension géographique des actes, la multiplication géographique des actes, mais éventuellement aussi par leur durée, la longueur des comportements, la durée des comportements. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas en jurisprudence parce qu'on n'a pas eu ce type de cas encore. Le génocide rwandais a été perpétré très rapidement, la purification ethnique en Yougoslavie également. Donc on n'a jamais eu la perspective de longue durée que l'on pourrait utiliser. Alors on pourrait l'utiliser, mais je crois qu'il faut garder à l'esprit la compétence temporelle des juridictions qui pourraient être saisies. Donc, en clair, dans le cas du statut de la Cour pénale internationale, entré en vigueur en 2002, je crois que les actes antérieurs à 2002 ne pourraient pas nécessairement être poursuivis en tant que tels, mais en revanche, ils pourraient être utilisés pour montrer la généralité du contexte auquel se rattachent des actes plus contemporains et qui se perpétuent. Voilà en résumé ce que je voulais vous dire en dépit de la perte de ma page. Je vous remercie. Un peu d'eau ? Pourquoi pas. Merci. Raphael, if I may be permitted to ask the first question. If one can say that a widespread or systematic attack is directed against the Palestinian population in the occupied Palestinian territories through the permanent and wrongful occupation of these territories, can it be said that such an attack is also directed against the Palestinian population in Israel itself? If yes, what is the legal basis to this finding? Alors, le fondement juridique de cette conclusion, moi j'avouerai que je n'ai pas conclu. Donc, je crois que ce qui serait, il me semble, ce qui serait utile dans ce genre de démonstration, et ça a été dit ce matin, je crois, c'est de ne pas nécessairement dissocier les situations. Je veux dire, les différents types de comportements, territoires occupés, Israël, Gaza, etc. Je crois que il serait plus facile d'argumenter en prenant en compte l'ensemble de cet espace. Parce que ça sera plus facile de rendre compte éventuellement de persécutions en Israël, sur le territoire israélien, en les rattachant à un contexte plus global. Alors, quelle serait la base ? Je crois que ce matin, on a entendu un certain nombre... moi, d'un point de vue factuel, je ne souhaite pas témoigner parce que vraiment, je n'ai pas d'expertise. Mais ce matin, on a entendu un certain nombre de témoignages sur les législations discriminatoires qui pourraient être utilisées. Alors, la question de l'expulsion et de la privation de la propriété est plus problématique puisqu'elle est plus ancienne. D'un point de vue temporel, je veux dire, si on réfléchit dans le cadre temporel de la Cour pénale internationale, par exemple, c'est un petit peu plus délicat. Donc il faudrait réfléchir sur l'actuel de la persécution en utilisant éventuellement ces éléments de législation discriminatoire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais je pourrais juste ajouter peut-être que ce qu'on constate souvent dans la jurisprudence, et notamment dans la jurisprudence yougoslave, c'est qu'il y a une tendance à... j'emploie un terme qui est plutôt familier, à saucissonner les types de comportements. Et dès lors qu'on le fait, les démonstrations sont un petit peu plus difficiles à réaliser. Notamment parce qu'il y a toujours l'invocation d'un motif militaire légitime, d'un objectif de sécurité, si on ne regarde qu'un élément spécifique. Donc je crois, et ça a été dit ce matin par les témoins, qu'il est important de regarder la situation dans sa globalité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ça serait mon impression. Voilà.
voilà, segmenté, pas saucissonné, c'est très laid. Merci. Any questions, please? Madame Maison, la Convention sur le crime de génocide, n'est-ce pas, qui date de 1948, qui a été adoptée quelques jours avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, comporte elle aussi un certain nombre de définitions qui pourraient nous aider en matière d'apartheid. Est-ce que vous vous souvenez des crimes qualifiés dans le crime de génocide comme étant des persécutions massives à l'égard de groupes humains particuliers? Ce serait intéressant de savoir comment on peut appliquer à un pays, à un peuple comme le peuple palestinien, ce qui a été attribué à l'époque à un genre qui était le genre condamné par le génocide. Avez-vous là-dessus une indication à nous donner? Alors c'est une question assez sensible, évidemment. Je dirais que la difficulté dans le cadre de la définition du génocide actuelle, qui est celle de 1948, c'est qu'il faut démontrer l'intention de détruire le groupe. C'est interprété à l'heure actuelle, l'intention de détruire, comme une intention de destruction physique, hein, et pas de destruction culturelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez délicat. Et il faut savoir aussi que dans la jurisprudence internationale, il y a une forte résistance à la qualification du génocide que j'ai constatée. Bon, pas pour le Rwanda, évidemment, mais par exemple pour la purification ethnique par les forces serbes en Yougoslavie, la population musulmane et croate, il y a vraiment une résistance à employer la catégorie de génocide, alors même qu'on a des massacres importants, hein. Ça a été employé pour Srebrenica. À mon avis, c'est très bien motivé, mais ça n'a pas été très bien compris. Et en revanche, la Cour internationale de justice est extrêmement réticente. Mais je crois que ce qui pose le plus de problèmes, c'est la question de l'intentionnalité destructrice et l'intention de détruire au sens d'une destruction physique et non pas uniquement culturelle. Ceci dit, je crois qu'on pourrait trouver dans la jurisprudence actuelle certaines opinions individuelles de certains juges, je ne les ai plus à l'esprit, qui essayent de faire avancer l'idée d'une destruction non physique, mais d'une destruction culturelle, par exemple. Mais je pourrais vous retrouver les références, le cas échéant. Yes. Thanks. Vous croyez que c'est possible de faire une distinction parmi la persécution qui souffrent les Palestiniens à Gaza et la persécution qui souffrent les Palestiniens à la Cisjordanie? Si vous voulez, je crois qu'effectivement, dans la catégorie des persécutions, moi j'ai insisté sur les actes qui n'atteignent pas le seuil de gravité des autres actes énumérés dans la définition du crime contre l'humanité, mais peuvent être qualifiés de persécution, donc de crimes contre l'humanité discriminatoires, des actes plus graves, hein, comme l'assassinat, l'emprisonnement, la torture, sont aussi des crimes contre l'humanité. Donc, si vous voulez, il y a des catégories de persécution qui sont globalement des violations des droits fondamentaux, qui deviennent des crimes contre l'humanité parce qu'ils sont discriminatoires et rattachés à un contexte, et puis il y a des persécutions qui sont des crimes contre l'humanité, je dirais, plus classiques, parce qu'ils ont une dimension discriminatoire. Alors je crois que les types de comportements que l'on trouve dans les différentes zones des territoires qu'on a évoqués sont éventuellement différents. Mais dans tous les cas, on peut faire un rattachement avec la notion de persécution, soit pour des actes moins graves que ceux qui sont par ailleurs énumérés, soit pour des actes aussi graves, dès lors qu'on démontre le caractère discriminatoire. Mais je n'ai pas évoqué un point qui est le suivant, je crois qu'il est important, je ne l'ai pas dit. À l'heure actuelle, le crime contre l'humanité, et d'ailleurs c'est déjà la définition textuelle de Nuremberg,
le crime contre l'humanité n'a pas besoin d'être discriminatoire, sauf la persécution. Donc on peut très bien avoir une attaque directement lancée contre une population civile qui se qualifiera comme crime contre l'humanité, sans avoir besoin de démontrer l'élément de discrimination. Moi j'ai insisté sur ce point parce qu'on m'a demandé de parler des persécutions, mais je crois qu'il est très important de dire que maintenant, l'état actuel de la jurisprudence et des textes sur le crime contre l'humanité, c'est qu'il n'exige pas nécessairement, il n'est pas nécessairement exigé qu'il relève d'une politique de nature discriminatoire. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Merci, Raphaël.